Salut les égarés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va de manière succincte aborder un sujet qui est revenu à ma mémoire assez récemment et dont je trouvais intéressant qu'on puisse en toucher deux mots. Oui, car ça risque encore une fois d'aller vite étant donné que je n'ai trouvé que deux documents mentionnant quoi ? Eh bien, entre 2014 et 2015, deux rapports ont fait mention de traces de dents de tyrannosaures sur des ossements de tricératops et d'hadrosaures de la fin du Crétacé d'Amérique du Nord. Jusque-là, vous me direz rien de bien anormal, si ce n'est que ça pourrait apporter des preuves des comportements de chasse ou de charognage de la part de ces grands prédateurs, en somme, des preuves de nourrissage. Cependant, les chercheurs ont remarqué que certains os ayant des marques de dents ne sont rien d'autre que des condyles occipitaux ou encore des phalanges, soit des parties très peu nutritives n'étant reliées surtout qu'à des tendons. Autant dire qu'il n'y avait rien de succulent à aller chercher à ces endroits. Mais alors pourquoi ces marques qui montreraient une certaine insistance, ainsi qu'une certaine récurrence? Rothschild en 2014 revient sur la difficulté qu'ont les paléontologues de pouvoir attribuer des comportements aux animaux disparus, y compris donc les dinosaures, et que seules des traces biotiques peuvent permettre d'imaginer telle ou telle activité de leur vivant. Nous spéculons donc à partir de marques de traces, d'empreintes de nature des sédiments entourant les fossiles, de présence de fossiles de flore et faune environnante, etc., etc. Et comme il a été examiné chez des animaux contemporains, le fait de croquer dans du condyle occipital n'a rien d'anodin. Je connais pas ce mot-là. Au cours du XXe siècle, de telles activités ont été observées chez des crocodiliens, des varanidés, des oiseaux, etc. Les paléontologues pensent, et de nombreuses études semblent le confirmer, que lors de la prédation et le charognage, les prédateurs théropodes, dans ce cas précis, vont s'attaquer à des endroits comme la cage thoracique sur des squelettes encore connectés, tandis que l'attrait pour les parties moins nourrissantes se retrouve sur des os découverts isolés comme les métapodes ou les vertèbres. En 2010, Hon et Rohu avaient noté que les marques d'os éclatés, de fractures en spirale et de marques profondes ainsi que des dents tombées manquées sur les sites où de tels os sont retrouvés. Que reste-t-il alors ? L'activité ludique. Le dictionnaire Oxford définit le jeu comme l'engagement dans une activité pour le plaisir et la récréation plutôt que dans un but sérieux ou pratique. Je regarde. Hamburger. 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 Ham. Ham. Burger. Burger et Tal, en 2002, le définissent comme une activité répétée et incomplètement fonctionnelle. Cette activité serait initiée lorsque l'animal se trouve dans un environnement détendu ou non stressé. Gray, en 2013, confirme cette définition. La conclusion serait que, effectivement, les marques de dents sur les os type condyle et phalange répondraient à la définition du jeu. L'auteur insiste sur le fait que, sur les fossiles d'Amérique du Nord de la fin du Crétacé, ce sont les condyles occipitaux qui sont le plus souvent retrouvés avec des marques de dents, sans que cela ne puisse correspondre à un comportement de chasse, car cette partie reste inaccessible du vivant de l'animal et qu'elle reste peu nutritive, même pour du simple charognage. À croire que les tyrannosaures aimaient jouer avec des os en forme de boule. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme des glands? Fagan en 1981 et Burghardt et al. En 1996 et Sheen et al. En 1998 ont suggéré que les crocodiliens et les varans ont un besoin inné de telle stimulation par le jeu. Il semblerait qu'il s'agisse d'un trait partagé par les tyrannosauridés. En 2015, Snively et Saman reconnaissent que les preuves circonstancielles établies en 2014 peuvent être difficilement falsifiables ou soutenues spécifiquement. Mais s'agirait-il de tyrannosaures adultes ou juvéniles qui auraient pu jouer avec ces os? Comment reconnaître un véritable comportement de jeu chez les proches parents actuels, oiseaux et crocodiliens, en se basant sur la chimie et les neurotransmetteurs du cerveau humain lorsque celui-ci déclare s'amuser? De tels tests sont probablement impossiblement vérifiables. Les auteurs reprennent des sources rapportant des comportements de jeu chez les oiseaux et crocodiliens actuels et expliquent qu'il y aurait trois types de jeux: les activités locomotrices, les objets et les comportements sociaux. Les oiseaux adopteraient les trois types, les crocodiliens s'adonneraient aux jeux d'objets. Eh ben voyons. De façon parcimonieuse, les auteurs répondent à cela en exprimant le fait que les dinosaures éteints possèdent souvent la sophistication cérébrale des crocodiliens et donc que l'acquisition d'un comportement de jeu d'objets ne serait pas à exclure. Nuance est à apporter ceci dit, car bien que le condyle en lui-même ne présente pas un grand intérêt nutritif, les os autour et notamment le crâne comportant la collerette s'y rattachent par de grands muscles servant à manœuvrer cet attribut massif. Ainsi, une fois l'animal mort, un tyrannosaure pouvait fouiller et acquérir la viande autour du condyle en y laissant des traces de dents. En 2012, Fowler et al. Ont évalué qu'un tyrannosaure avait manipulé la tête entière d'un tricératops lors du nourrissage. On connaît la force et la robustesse des mâchoires, des dents et des muscles du crâne et du cou de T-Rex. Alors il est possible que dans certains cas, le nourrissage soit une meilleure argumentation que le simple jeu en ce qui concerne les marques sur les condyles des cératopsiens. Le seul moyen de différencier s'il s'agit d'un comportement de nourrissage ou de jeu serait alors de savoir si les condyles sont retrouvés en connexion avec le reste du squelette ou
alors totalement isolés. Le premier cas indiquerait un comportement non ludique, tandis que le second pourrait marquer davantage des points en faveur du comportement de jeu d'objets, comme si ces objets en forme de boule auraient un intérêt irrésistible pour les tyrannosaures qui s'amusaient peut-être pour les lancer. Comment savoir si les marques de dents correspondantes au jeu sont celles d'adultes ou de jeunes? Les adultes ont des dents solides, faites d'une dentine dure, elles sont lourdes, tandis que les dents des jeunes sont plus fragiles en comparaison. Les condyles sont des os qui paraissent denses, mais qui sont en réalité spongieux. Il faudrait donc déterminer par la taille des traces laissées par les dents la position ontogénique de l'individu qui les a laissées. Travailler avec des fossés temporels et phylogéniques aussi immenses n'est jamais aisé. Mais s'agit-il alors vraiment d'une preuve potentielle d'un comportement de jeu? Serait-ce un jeu tel que nous le connaissons? Quel type de jeu? Lançait-il les os sur plusieurs mètres? S'amusait-il à les traîner? En observant le comportement d'un grand-duc d'Amérique, les chercheurs ont remarqué des comportements de manipulation d'une souris avec des mouvements répétés, des regards lancés vers le caméraman et le manipulateur qui lui avait donné la souris, tout en conservant une posture neutre des plumes au-dessus de ses yeux. S'agissait-il d'un jeu? Si oui, de quel type? Objet ou social? Y a-t-il une notion de plaisir comme chez l'homme? Comment le déterminer? Il faudrait alors étudier les neurotransmetteurs mis en œuvre alors que des humains s'amusent ou déterminent que d'autres s'amusent et prennent du plaisir, et tenter d'observer la même chose dans le cerveau des oiseaux et crocodiliens, et pourquoi pas des tortues si elles jouaient aussi, afin d'élargir l'échantillonnage de taxons au sein des proches parents des dinosaures. Ouais, c'est pas faux. Ceci semble peu probable d'être réalisé un jour, question d'éthique. Mais la porte reste ouverte, et l'on pourrait tout à fait se dire que pourquoi les tyrannosaures ne joueraient pas eux aussi? Surtout qu'en plus, pour parler correctement, on sait que les Rex se bouffaient la gueule, alors pour se battre ou pour jouer, le saura-t-on? Mais ce qui est sûr, c'est que c'était quelque chose de courant. Tous les crânes connus d'adultes comportent ce genre de marque, donc ça jouait un véritable rôle intraspécifique dans la communication et le comportement de ces grands théropodes. Voilà les égarés, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. À très vite, ciao!